Imaginez recevoir une clé qui ouvre tous les coffres d'une banque. Et en plus de cette clé, vous avez aussi accès à une entrée secrète pour y entrer. Que feriez-vous? Utiliserez-vous ce pouvoir pour effectuer le braquage du siècle? Un hold-up sans armes, sans violence et sans témoins? Ou décideriez-vous de jouer la carte de la prudence? Figurez-vous que c'est exactement le choix qu'a dû faire Vladimir Levin à Saint-Pétersbourg en 1992. Aujourd'hui, je vous raconte le premier braquage numérique de l'histoire et comment il a changé la cybersécurité pour toujours. En 1992, à Saint-Pétersbourg, des hackers russes découvrent quelque chose d'incroyable. Le réseau interne de Citibank, donc celui qui relie toutes ces agences dans le monde, est accessible depuis l'extérieur. Par erreur, Citibank a laissé une passerelle ouverte vers un réseau public appelé Sprint. En fait, c'est comme si la banque avait construit un système ultra sécurisé pour ses employés, mais qu'elle avait oublié de verrouiller la porte de service. Du coup, les hackers vont commencer à explorer le réseau, donc ils trouvent des serveurs qui sont mal protégés, des mots de passe par défaut qui n'ont jamais été changés, mais le jackpot, c'est un bug sur un serveur de connexion. Quand quelqu'un se déconnecte, la session ne se ferme pas vraiment, donc la personne suivante qui se connecte hérite de la session précédente. Donc imaginez, un administrateur de Citibank se connecte, il consulte des comptes, puis il part déjeuner en oubliant de se déconnecter. Le hacker arrive après l'administrateur et là, il est connecté avec les droits administrateurs, donc c'est-à-dire un accès total. Pendant des mois, les hackers russes vont se balader sur les réseaux, ils lisent les emails internes, ils tombent même sur des rapports de sécurité où les équipes internes de Citibank reconnaissent le problème, mais ils se disent on va remplacer ce serveur dans 6 ou 12 mois, donc c'est pas urgent. Et pendant ce temps, les hackers décident de continuer à se balader sur le réseau et ils pourraient même transférer de l'argent, mais ils le font pas. Ils se disent que s'ils font ça, automatiquement, le FBI serait à leur trousse et ils auraient de gros soucis. Du coup, ils gardent de l'information pour eux et ils continuent juste à explorer par curiosité. Puis, en 1993, un membre du groupe décide de vendre le secret. Il contacte un certain Vladimir Levin et il veut lui vendre la méthode d'accès et devinez le prix, $100. Levin accepte. Et pour $100, il vient d'obtenir la clé d'un coffre à plusieurs millions de dollars. Levin, lui, il n'a pas autant de scrupules que les autres hackers. Il bosse dans une petite boîte informatique à Saint-Pétersbourg et il n'a pas un salaire mirobolant, on va dire. Et en plus, à ce moment-là, l'économie russe est en chute libre. Il se trouve que Levin, il a aussi des contacts avec la Tambovskaya. La Tambovskaya, c'est un gang local qui est connu pour l'extorsion, la contrebande et un peu les guerres de territoire. Du coup, Levin contacte un de ses amis de la Tambovskaya et il lui propose un deal super simple. Va en Finlande et tu ouvres un compte en banque et après, tu vas retirer de l'argent le lendemain. Pose pas de questions, tu verras. Le 15 juillet 1994, en pleine nuit, Levin allume son ordinateur, se connecte au réseau de Citibank avec les accès volés et il transfère, tenez-vous bien, $384 000 et il transfère d'une société uruguayenne vers le nouveau compte en Finlande. Et quelques heures plus tard, donc en Finlande, son partenaire entre dans la banque et demande à retirer l'argent. Bien entendu, le caissier, il fronce les sourcils, il se dit mais c'est énorme, le compte il a été ouvert la veille et ce monsieur devant moi il veut retirer une somme gigantesque. Mais l'employé de banque il vérifie les informations, il demande à ses supérieurs et bon, tout semble correct et du coup il lui donne l'argent et le partenaire de Levin signe le reçu, prend le sac plein de billets et il sort tranquillement. Pas d'armes, pas de violence, le braquage parfait. Mais quelques heures plus tard, la société uruguayenne appelle Citibank. Elle est complètement paniquée, l'argent a disparu. Citibank découvre le transfert frauduleux et ils ne comprennent pas comment c'est arrivé. Du coup, ils contactent immédiatement le FBI. Et c'est là que la chasse à l'homme commence. Quelques jours plus tard, à New York, le FBI et Citibank se réunissent. Leur plan est risqué, mais plutôt simple. Laisser les hackers continuer, suivre l'argent et arrêter la personne au guichet. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour remonter la chaîne. Fin juillet 1994, à Buenos Aires, une mule ouvre un compte et l'argent arrive. Citibank détecte automatiquement le transfert frauduleux et ils alertent la police en Argentine. Arrivé au guichet, on demande au complice de Levin de patienter un petit peu. Il sent qu'il y a anguille sous roche et il décide de s'échapper directement. Et du coup, la police arrive trop tard. Mais maintenant, Levin est au courant qu'on le surveille. Mais au lieu d'en rester là, il décide de passer à la vitesse supérieure. Il lance une opération mondiale. En Argentine, Israël,
San Francisco, Rotterdam. En tout, c'est près de 40 tentatives de transfert sur 6 mois, ce qui représente plus de 10 millions de dollars. Et bien sûr, le mode opératoire est toujours le même. Trouver un complice, donc en Russie, l'envoyer à l'autre bout du monde avec une fausse identité et le guider par téléphone pour qu'il retire l'argent sur un tout nouveau compte sur lequel Levin aura transféré de l'argent. De l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, Levin contrôle tout depuis Saint-Pétersbourg. On arrive en août 1994 à San Francisco et Katarina Korova entre dans une banque pour retirer l'argent provenant d'une des fameuses transactions frauduleuses de Levin. Mais l'employé lui dit qu'il y a un souci et qu'il faut revenir le lendemain. Bien entendu, Katarina, elle sent qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, mais malgré tout, elle décide de revenir le lendemain. Et là, sans surprise, il y a le FBI qui l'attend et l'arrestation se fait dans le calme et sans résistance. Plus tard, on découvrira que dans la chambre de Katarina, elle avait déjà les valises prêtes et son passeport et elle avait un billet pour un vol aller simple en Russie. Lors de l'interview, Katarina est furieuse. Elle est furieuse envers son mari Evgeny qui était lui aussi dans le coup, mais qui est parti en Russie avant elle et l'a laissé prendre les risques toute seule. Du coup, les agents du FBI jouent un peu sur ça et ils demandent à Katarina de convaincre son mari de coopérer et de les aider à trouver le complice. Elle coopère et décide d'appeler son mari et elle arrive à le convaincre en effet de collaborer. Et quelques jours plus tard, Yevgeny va appeler Levin, mais bien sûr, l'appel est sous écoute et le FBI enregistre absolument tout. Et là, au téléphone, Levin, il se lâche, il parle librement, il explique comment tout fonctionne, il confirme des détails clés. Et pour le FBI, c'est une percée majeure. Ils ont maintenant le nom de la personne à l'origine de ces opérations, la localisation, et ils ont toutes les preuves nécessaires. Mais il y a un gros problème. Il n'y a pas de traité d'extradition entre les États-Unis et la Russie. Du coup, impossible de mettre la main sur Levin, en tout cas pour l'instant. Et pendant ce temps, la pression va monter pour Levin, parce que ces opérations marchent pas. Du coup, la Tambovskaya, donc le gang russe qui finance certaines de ces opérations, commence à poser des questions. Et soudain, Levin, il se retrouve dans une situation compliquée parce que là, même sa vie est en danger. Mais malgré tout, vous commencez à comprendre le bougre, Levin tente un dernier coup. Le 13 septembre 1994, à Rotterdam, un transfert record de 1,5 million de dollars vers une banque néerlandaise. Mais avant l'ouverture, le FBI va appeler la banque et leur demande expressément de ne pas libérer les fonds. Et lors de l'ouverture de la banque, sans surprise, un homme va entrer dans la banque et il veut faire un retrait immédiat. Du coup, vu qu'ils étaient déjà au courant, la police néerlandaise l'arrête sur place. À ce moment-là, les opérations de Levin sont vraiment compromises. Les complices tombent les uns après les autres, les banques deviennent extrêmement méfiantes et chaque nouveau transfert est bloqué. Son système ne fonctionne clairement plus. Vous vous souvenez l'appel entre Yevgeny et Levin qui était sous écoute par le FBI? En fait, il se trouve qu'en Russie, les autorités russes, elles aussi, étaient sur la trace de Levin et eux aussi interceptaient ses communications téléphoniques. Pour Levin, le piège se referme de tous les côtés, le FBI d'un côté, la police russe de l'autre et la Tambovskaya au milieu. Et en mars 1995, les choses vont basculer. Vladimir Levin va prendre un vol de Saint-Pétersbourg pour la Hollande avec une escale à Londres. En faisant les recherches, j'ai pas réussi à trouver de source claire qui explique pourquoi il a décidé de quitter la Russie. Peut-être qu'il se sentait plus en sécurité là-bas, ou peut-être qu'il s'est fait manipuler par le FBI pour prendre ce vol. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il prend l'avion, Levin ignore totalement que la police russe a prévenu le FBI, qui à son tour a alerté Scotland Yard. Donc, arrivé à l'aéroport de Stansted, des officiers britanniques attendent Levin. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, la police russe perquisitionne Saturn SPB, la société où Levin travaille. Donc les ordinateurs sont saisis, les disques sont récupérés et tout l'historique est analysé. Ils ont les logs de toutes les connexions sur le réseau de Citibank, ils ont les commandes de transfert. En gros, il n'y a pas de doute, il est coupable. Levin va passer 30 mois dans une prison britannique. Et avec toutes ces preuves accablantes, il va aussi plaider coupable aux États-Unis. Il va écoper de 3 ans, mais avec le temps qu'il a déjà passé dans les prisons britanniques, il ne lui restera que quelques mois à faire. Il se trouve que dans les années 90, on avait l'image de Levin qui était un hacker exceptionnel, qui est vraiment un génie de l'informatique et des mathématiques, qui a utilisé ses connaissances pour hacker le réseau de Citibank. Mais comme je vous l'ai raconté un peu plus tôt,
l'histoire s'est pas tellement déroulée comme ça. Et c'est seulement en 2005, sur un blog russe, qu'un certain Arkanoid raconte une version très différente de ce qu'ils avaient à l'époque. Donc selon Arkanoid, c'est un groupe de hackers russes qui a découvert les failles de Citibank en 1993. En fait, ils ont trouvé les accès via Frack Magazine. Donc pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, Frack Magazine, c'est vraiment un journal très connu des hackers. Et en fait, il y avait une liste de réseaux dessus. Et c'est en explorant tous ces réseaux qu'ils ont réussi à trouver une faille dans le réseau de Citibank. Et comme on l'a vu plus tôt, c'est un des membres de ce groupe qui a décidé de vendre les informations à Levin pour $100. Du coup, Levin, c'est pas vraiment un hacker, c'est quelqu'un qui a su profiter d'un hack que d'autres personnes avaient fait. Bien sûr, c'est impossible de vérifier à 100% l'authenticité de tous ces récits, mais la version d'Arkanoid est corroborée par d'autres éléments et d'autres personnes, et du coup, c'est cette version-là qui est plus ou moins retenue aujourd'hui. Pour ce qui est de Levin, après sa sortie de prison en 1998, il disparaît des radars. Certains disent qu'il est allé en Europe centrale, peut-être à Prague. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il aurait réussi à transférer 3,5 millions de dollars avant son arrestation. Mais impossible de confirmer, Levin s'est évaporé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est l'impact qu'a eu cette histoire. Après cette affaire, les banques ont complètement changé leur approche. Donc ils ont renforcé les authentifications, les surveillances en temps réel, cloisonnement des réseaux. Parce qu'avant Levin, c'était un petit peu la fête, on va dire. Mais après Levin, on s'est rendu compte qu'un seul mot de passe mal protégé, une seule porte d'accès laissée ouverte peut coûter des millions. Cette histoire a aussi changé la façon dont on traite les cybercrimes. D'ailleurs, il y a une interview super intéressante de l'agent FBI qui était sur l'enquête, qui raconte qu'au moment des faits, il n'y connaissait pas vraiment grand-chose et il n'y avait pas d'unité spécialisée dans la cybercriminalité. Mais après ça, le FBI s'est doté d'une équipe d'enquêteurs spécialisée sur les cybercrimes. Et bien sûr, aujourd'hui, on a des divisions entières qui sont dédiées à ça. En tout cas, l'histoire de Levin montre qu'on n'a pas besoin d'être un hacker de génie pour pouvoir voler des millions de dollars. On a juste besoin de trouver une porte mal fermée et d'avoir la stupidité d'y entrer.